Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et dis donc, je suis content, c'est notre 5e Six Nations qu'on fait ici, mon cher Théo. 5 ans qu'on fait ce podcast, c'est superbe. Et donc je suis content de le faire avec un certain Théodore de Saint-Rémy. Donc Théo qui m'a appris le rugby. Quand je suis venu ici en France, je ne connaissais pas de tous les règles. Je me souviens très bien, on était dans un petit appartement parisien et tu m'as expliqué les règles. Et voilà, quelques années plus tard, parce que j'étais joueur de foot américain, et après, je me suis dit, à 32 ans, tiens, je vais jouer un peu de ballon ovale. Et toi, j'imagine que tu as joué plus que 32 ans, toi, parce qu'il a joué pour toutes les équipes parisiennes, PUC et Racing. Tu as joué beaucoup d'années, toi, quand même, hein. Oui, alors déjà, je voudrais quand même corriger un tout petit peu ce que tu dis, parce que je pense que quand je t'ai expliqué les règles, etc., il me semble aussi qu'on était parfois dans un pub quand même. On n'était pas que dans un petit appartement parisien. Et je crois que tu avais besoin de reprendre une mousse pour comprendre parfois, parce que c'est vraiment, tu t'arrachais les cheveux. Apparemment, ça aidait la compréhension. Écoute, oui, moi, ravi d'être là pour cette 5e Six Nations. C'est fou parce que ça me paraît hier le moment où on a démarré ce podcast ensemble et on a déjà fait 5 saisons à se régaler. Puis le temps qu'on y consacre, en fait, ne compte pas parce que c'est toujours un véritable bonheur partagé avec, on l'espère, nos écouteurs, comme tu les appelles. Et moi, j'ai roulé ma bosse pas mal à Paris entre l'ACBB, le PUC, le Racing. Et puis j'avais fait aussi un intermède à Orléans, au RCO, pendant 2 ans. Et puis le pic de ma carrière, ce fut le maillot de l'équipe de France militaire au bataillon de Joinville. On aura le temps d'en reparler une fois, peut-être. C'était un beau souvenir. C'était la seule fois où j'ai eu la chance de porter le maillot bleu. Mais il y avait un petit M en dessous du coq pour dire militaire. Mais ça suffisait à mon bonheur. Bon, comme toujours, c'est un vrai plaisir. Là, on va parler Six Nations, bien sûr. Et on a un invité aujourd'hui aussi. Ça va être Raphaël Poulain qui va passer. Ancien ailier pour Stade français. Il était sur le podcast Eurosport Poulain Rafut. Il est déjà passé sur l'émission pour parler un peu de santé mentale. Et voilà, c'est son cause et il en parle très bien. Nous avons déjà discuté dans le passé. On va parler de son nouvelle organisation qui s'appelle Neo Hero. Donc, juste après tous les matchs. Donc, restez pour ce moment-là. On y va. On va commencer avec le premier match du week-end. Donc, c'était Roumanie contre l'Allemagne. Ah non, tu vas pas commencer avec tes matchs en rotin, là. Non. S'il te plaît, tu nous fais les vrais matchs, là. C'est le Six Nations, là. On va pas... Non, c'est trop, là. Allez, on y va direct avec la France-Pays de Galles. On démarre ce match avec un 9-10 génial, le plus capé ensemble, il me semble, pour l'équipe de France, Ntamak et Dupont. Mais il me semble aussi qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis le match de préparation. Tu te souviens, le Coupe du Monde contre l'Écosse, juste avant qu'il s'est blessé, en fait, Ntamak. Vincent Clerc, il était un peu comme toi, mon cher Théo. Il n'était pas trop inquiet pour ce match-là. On voit une ouverture à Stade de France presque comme les JO. Ils ont l'habitude de faire le show maintenant à Stade de France, je trouve. Ouais, c'est devenu magnifique. Moi, j'y étais pas, mais c'est vrai que l'expérience vécue dans les stades en quelques années a tellement progressé au-delà du rugby et du sport qu'on voit sur la pelouse. Être dans le stade, c'est des moments de communion qui te font dresser les poils sur les bras. C'est fantastique. Pour ce match, il y a Pays de Galles. Il nous manque le deuxième ligne Beard. Pas beaucoup de barbus dans cette équipe parce qu'ils sont très jeunes, notamment le jeune capitaine de 12 ans, Jack Morgan. 40 caps quand même pour le père de centre. 12 ans. Pas de Dyer non plus, mais il y a un jeune Thomas à 10. Bravo aux petits-enfants qui chantent la Marseillaise. Très joli. Un peu de jeunesse sur notre équipe à nous avec Boudoran, Théo et Roumat. Un père de centre aussi pas habituel chez nous, c'est Barassi et Moefana. Premier ballon pour le rouge, mais on est vite fait chez eux avec un 50-22 magnifique de Ramos. Dupont en profite d'un pénalité contre Antonio. Il se faufile entre tous les rouges, mais le trou de souris se ferme. Pas d'essai, mais un peu de dégâts. C'est Wainwright qui se blesse contre le pommette bionique de Dupont. Coucou, Josh Adams dit bienvenue aux Six Nations à Barassi avec un plaquage solide. Même si les Bleus veulent marquer, ça suffit pas pour l'instant. Les Gallois grattent un ballon. On loupe les ballons hauts pour l'instant aussi. Jack Morgan va être un client aujourd'hui. 10 minutes, on n'a pas encore marqué. Ils ont un peu d'énergie, les petits poireaux, le 14 rouge notamment, Rogers. Audrit nous chope un ballon, Dupont monte en pique sur la défense et fait peur aux rouges. Boudoran suit le ballon, mais en avant jusqu'à devant l'embut. Dupont
Encore avec un pressing de fou, ballon à nous, Barassi avec une percée, Gros l'a presque fait. Dupont trouve une solution qui s'appelle Théo, 7-0, ramasse, dépasse la maison pour être le deuxième marqueur de la France. La défense de la France semble être bien en place, l'attaque aussi, joli combi des arrières, les avants prennent le relais pour un peu, GB Gros très en forme. Essai de Louis Bébé, assiste Ramos, 14-0, c'est bien. Le 10 Thomas des Rouges n'est pas mal quand même, très présent, tout comme le 14 Rogers. Carton jaune pour un plaquage haut sur notre Louis Bébé. Dupont redépose tout le monde, mais petit en avant sur le passe de Théo. Pardon, c'est pas en avant, c'est 21-0. Attaque rouge sans issue face à notre défense. Toc-toc qui est là, Louis Bébé, sur un passe super osé de Dupont. Et c'est 28-0 pour le mi-temps. Ouais, avant de commencer sur le match, moi j'ai été marqué par... avant l'entame, le moment de communion et d'hommage à la mémoire de Mehdi Nargissi. On sait que cette histoire, sans doute nos écouteurs l'ont suivi, mais la disparition tragique et dramatique d'un jeune joueur d'une jeune équipe de France, peut-être les moins de 20, je crois, ou quelque chose comme ça, qui était en tournée en Afrique du Sud et qui a été emporté dans le cadre d'une baignade, malheureusement... peut-être imprudente. Enfin, voilà, on n'a pas les histoires. Ce qui est sûr, c'est que ce garçon a disparu. Ça a fait un très grand choc pour tout son environnement familial avant tout, mais aussi tous ses copains, le Stade Toulousain dont il était un jeune joueur. Donc voilà, j'étais un peu pris moi dans l'émotion par ce moment-là parce que je me mettais à la place de ses proches et puis de tous ceux qui ont vécu ça avec lui, de ses copains, etc. Voilà. Bref, je vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est vraiment, ça a compté dans ce match pour moi, parce que j'ai mis un petit peu de temps à en sortir. Après, rugbystiquement, j'ai trouvé ça... pour moi, la première mi-temps, en tout cas, et la suite sera l'avenant aussi, c'est pas un match, c'est un récital. C'est-à-dire que on est sur un niveau de performance de l'équipe de France qui, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'adversaire en face, ou presque pas, ou c'est un petit peu comme un match d'entraînement, avec des éléments de qualité technique et physique qui sont juste complètement au-dessus, quoi. Voilà, donc le premier ballon que touche Ramos, 50-22. Bon, c'est quand même hallucinant, la qualité technique de ce mec pour arriver à faire ça, et ça met tout de suite les Gallois sur le reculoir. C'est absolument épouvantable. Les deux coups de rein de Dupont sur la pénalité qui joue à la main, puis sur celle où il transperce, on a l'impression qu'il est sur une moto. Je ne sais pas comment il fait. Il met un coup d'accélérateur. D'un seul coup, il fait 10 mètres. Les autres sont toujours en train de se demander s'il n'est pas devant ou derrière, ou on dirait un truc de prestidigitateur, quoi. C'est absolument dingo. Et puis, tout simplement, ensuite, la qualité des jeux au pied, l'intelligence de jeu de ce même Dupont une fois qu'il a mis ce coup d'accélérateur, qu'il arrive à proximité de la ligne, de garder la lucidité pour faire cette passe en cloche vers Atis Ogbe, qui finit le job, etc. Honnêtement, j'ai eu l'impression d'un match sans enjeu et sans doute sur son issue assez vite. Voilà. Mais on s'en doutait un peu. Deuxième mi-temps, à 45 minutes, les Rouges campent chez nous pendant 5 minutes. J'ai compté 4 plaquages par Jean-Baptiste Gros dans ces séquences, et notamment celle qui a provoqué le en avant. Solide quand même. Il mérite un peu de repos. Voilà, 6 remplaçants. Bonjour Cyril Bay et bye bye Dupont. C'est le Garec qui le remplace. Colombe et Marchand sont là. Et c'est Marchand qui va marquer le prochain essai, 33-0. 10 minutes passent, les Rouges sont sans dents. À 65 minutes, Gaëtan entre et 65 secondes plus tard, il va marquer un essai. Joli travail d'équipe. Et passe au pied par le Garec, 38-0. 10 minutes à jouer sans un tamac qui a mis son épaule dans le nez du 10 en face. Ça va être un rouge. Ça entache un peu de soirée, car ça veut dire qu'on va être sans lui à Twickenham contre les Anglais. Encore un essai pour Adrit, qui est le man of the match ce soir. 43-0, un petit entrée de poireau à la vinaigrette pour ce 6 Nations. Il y a pas mal de stats qui sont intéressantes, et en particulier la qualité défensive des Français, Grégory Aldrit, 19 plaquages, Johan Moefana, 17 plaquages, Pierre-Louis Barassi, 15 plaquages, 0 manqué, Boudéan, 14 plaquages, 0 manqué. Donc, à haut niveau, ça veut dire quelque chose, ces chiffres-là. Ça veut dire que on est dans l'exercice parfait de ce qu'on doit faire pour défendre notre ligne et être absolument intraitable.
Et à l'inverse, la stat qui fait très très mal, à la 70e, les Gallois avaient manqué 26 plaquages déjà. Ah ouais. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, il y a une équipe complètement sur le reculoir, complètement dépassée, et une autre qui avance un peu comme un char, un truc complètement blindé, qui fait reculer les mecs, qui tire, qui avance encore, qui fait reculer, qui tire. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a eu, et je trouve que c'est extrêmement cruel pour les Gallois de finir à 0 point. Ça veut dire à quel point ce match n'a pas été disputé. On va voir sur les 2 autres matchs du week-end que il y a un vainqueur, il y a un perdant, mais ce sont des matchs disputés avec une certaine dramatique, avec des moments où tu peux y croire, où ça te fait lever dans ton canapé des 2 côtés. Et c'est le drame de cette jeune équipe. Le point noir pour les Français, c'est évidemment le carton rouge de Romain Ntamack. Romain Ntamack n'est pas du tout un joueur brutal, donc c'est un peu un manque de bol ou un manque de préparation, un manque de justesse technique tout simplement. Quand on regarde l'action au ralenti, il doit arriver plus bas. C'est vrai que le joueur, comme il fait un petit coup de pied en se baissant, il se baisse un petit peu, mais Romain Ntamack ne doit pas arriver aussi redressé sur cette action de plaquage. Il doit être beaucoup plus bas, l'épaule en avant et venir au plaquage. Là, on dirait qu'il vient un peu pour le plaquer, mais aussi pour le bloquer. Ces choix-là sont des choix risqués. Quand ça va très vite, maintenant, on sait que le tête-tête, c'est de la faute de celui qui défend. Et on le sait, on l'a déjà dit, c'est cruel pour les joueurs qui se prennent une commission de discipline, une suspension, etc. Mais c'est tellement important pour la santé des joueurs. Je pense que là, malheureusement, le rouge était mérité et que Romain Ntamack aurait pu faire mieux là-dessus. Je vais faire une toute petite lecture positive. J'ai entendu Fabien Galtier le lendemain dire un peu à demi-mot que grosso modo Ramos est tellement fort à l'arrière qu'il resterait à l'arrière. Donc je pense que c'est Jalibert qui va jouer à Twickenham. Et je pense que c'est la meilleure manière de remettre Jalibert en selle. Parce que n'importe quel joueur de rugby français rêve d'aller gagner à Twickenham. Ouais. Et la meilleure manière pour Jalibert de se rappeler au bon plaisir des sélectionneurs, de la concurrence, de la saine concurrence, etc., c'est de faire un gros match à Twickenham et qu'on y gagne. Parce que là, à ce moment-là, peut-être la question pourra se reposer. Ouais. Donc, on va faire une lecture positive de l'absence d'Ntamack. J'en suis désolé pour lui, mais quelque part, c'est une super chance pour Mathieu Jalibert et j'espère qu'il saura la saisir. Oui, Galtier avait dit que avant, quand Ramos était à 10, c'était parce qu'il y avait des options à 15 et comme Barry est blessé en ce moment, il n'y a pas d'option en 15, donc il va rester. Bon, bref, compliqué. Mais tu as raison, j'aime bien ton lecture des choses. Moi, j'avais juste noté que c'était que la 3e fois que Pays de Galles n'a pas marqué dans un match. Il y avait un contre Nouvelle-Zélande et 2 autres contre la France. Donc c'est vrai que c'est une époque difficile pour eux. On ne va pas les battre. C'est rare pour les grandes équipes, pour les belles équipes, de ne pas marquer du tout. C'est-à-dire que tu n'es jamais en position dans le camp de l'adversaire de le mettre en difficulté, de au moins prendre quelques points au pied. Tu vois, 43-9, 43-14, ça fait moins mal que 43-0, quoi. Voilà. Et d'habitude, c'est les Britanniques qui infligent ce genre de défaite aux autres. Nous, les Français, en général, on laisse les autres marquer un petit peu. Je t'ai toujours dit ça, tu te souviens? Et là, on l'a pas fait. Mais il faut dire que les Gallois n'avaient pas grand-chose à montrer. Alors moi, par ailleurs, j'ai quand même passé un super match, surtout parce que j'étais hyper bien accueilli à nouveau chez mon copain Pierrot, qui se reconnaîtra. Et franchement, vivre un match chez lui, c'est une expérience. Je te l'avais déjà dit la dernière fois, mais il est en cuisine, il nous fait passer les plats dans le canapé. Nous, on regarde. J'avais à ma droite son fils qui a 4 mois, qui regarde un énorme aquarium avec des poissons dedans et qui est fasciné par les poissons. Alors, les gens qui ont des problèmes avec des bébés qui pleurent ou je sais pas quoi, achetez un aquarium. Je veux vous dire, c'est radical, c'est fantastique. Je t'enverrai, Thierry, les trucs WhatsApp que j'ai qui sont mais absolument délicieux. Et alors, délicieux, c'était le cas aussi de ce que j'ai dégusté parce que Pierrot, il nous a sorti un filet mignon mariné dans le cognac toute l'après-midi avant d'être cuit. Ensuite, on a eu une petite crêpe à l'andouille de vire avec une compotée d'oignons et à la crème. Mais on avait quand même de la salade parce qu'il faut pas déconner, un petit peu de verdure. Ensuite, à la mi-temps, on a fait un trou normand. Donc, le trou normand, tu sais ce que c'est? C'est un sorbet pomme trempé au calva. Et normalement, c'est censé dissoudre les graisses et te redonner faim. C'est une fumisterie totale sur le plan diététique. Si Fanny Cotin entendait ça, elle décéderait immédiatement. Mais c'est pas grave. C'était le tournoi à destination. Et ensuite, on a fini avec un comté 24 mois, en hommage au Jura, ouais, tranché très très fin.
et puis un camembert au miel, et ça m'a permis qu'il me raconte l'histoire de Marie Harel. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour, qui est l'inventeuse du camembert, qui vivait à Camembert dans le Calvados, là-bas, etc. Donc c'était très normand, hein, comme trip. Et puis à la fin, on a fait une petite tarte au citron sur lit de spéculoos. Enfin voilà. Donc bref, Pierrot, à nouveau, c'était dément. On n'a pas beaucoup goûté le match, mais on a vraiment goûté le moment. Voilà. Incroyable, j'ai envie de venir avec toi quand même, tu le vends bien. Ah mais quand tu veux, et je peux t'assurer qu'il t'accueillera très très bien. Ça semble excellent. Bah, en fait, la semaine dernière, on a dit on va faire un podcast NBA et là, on va faire un podcast cuisine française. Hein. Vive la France avec cette menu-là, c'est magnifique. Allez, Écosse-Italie, et ma femme a mis le mixeur pendant le Flower of Scotland, sacrilège. Italie qui a plein d'énergie, Brex, Alain, Menoncello, Garbessi, Ione, c'est des arrières de qualité pour cette équipe d'Italie qui joue en blanc, mais on peut dire la même chose en face pour les Chardons qui jouent en bleu, Van der Mel, Darcy Graham, Hugh Jones, Blair Kinghorn et Finn Russell quand même. On est dans un stade Guinness 0% alcool à Murrayfield et je dis coucou à Yann Deleg, le petit moteur qui annonce le match. En fait, il est un pote de notre pack, il est passé plusieurs fois ici à Pack de Potes. Premier ballon d'attaque par les Italiens et c'est piqué par les Chardons. Ensuite, c'est un vague de bleu qui avance le ballon en main. Essai en 3 minutes pour l'Écosse qui ont un truc à prouver suite à leur défaite l'année dernière. C'est Rory Darge, le capitaine, qui a marqué. On va voir si les Italiens peuvent reprendre. Pour l'instant, c'est un match au goût de whisky. Ça avance bien au milieu avec les avants, donc ça avance bien sur les extérieurs avec les arrières. Werner Mel dans son aile, Hugh Jones en profite, 14-0. Ballon pour les Italiens qui commencent à mettre la pression. Quelques opportunités, Menoncello notamment, mais il les perd ces ballons des Italiens. Finn Russell veut vraiment faire un chistara dans ce match. Capuzio essaie de plaquer Johnny Gray, c'est assez marrant. 14-6 à 23 minutes, Italie manque un peu d'assises, Écosse manque un peu de souffle. Ils sont carrément statiques en attendant la sortie de ballon. Ben White va marquer quand même le 3e essai après un penalty-touche. 19-9 pour le mi-temps, pour ce match qui commence à perdre un tout petit peu d'intérêt. Deuxième mi-temps, Menoncello très présent en défense, l'Italie revient dans le score. Lussaper, Tommaso Alain et 4-4 sur pied. Brex va faire le break dans ce match avec son essai et maintenant c'est 19-19. Le public est présent, les Écossais se reprennent mais ils prennent pas les points qu'on sait où faire. Fischetti va gratter un ballon, bravo pour le pilier, super match par lui. Les joueurs bougent beaucoup mais le score pas du tout, 19-19 à 60 minutes. J'ai quand même envie de voir les Italiens victorieux. Ils sont plus méritants pour l'instant, je trouve. Mais c'est le petit Darcy Graham qui va faire la différence. C'est lui, le Louis bébé écossais. Il sert Hugh Jones pour son 2e essai, 26-19 pour l'Écosse. The Italians are rattled, ils sont secoués, ça sent l'essai et Hugh Jones est inarrêtable sur cela. Triplé pour lui et l'homme du match, 31-19. 12 minutes pour marquer 12 points, super ballon d'attaque, les Azorais sont sur les 5 mètres, mais ça ne marche pas. Too little, too late. Italie ne va pas remonter la pente, difficile de battre l'Écosse chez eux. Bravo l'Écosse, 31-19. Ouais, c'est vraiment un match qui était très plaisant à regarder. Et pourtant, j'ai eu un peu peur, pour être honnête, parce que 14-0 au bout de 10 minutes, je me suis dit, bon, bah voilà, si les Italiens y sont pas, que les autres sont survoltés, rappelle-toi, ces quelques dernières années, parfois, les Écossais, ils ont été capables de sortir des matchs légendaires, foutre 50 points d'affilée aux Anglais, alors qu'ils en avaient pris 30 à la mi-temps, rappelle-toi des trucs. Donc, ils sont capables de faire ça. Et je me suis dit, s'ils sont dans un grand jour et que les Italiens sont à côté de leurs espadrilles, là, eh ben, ça va être extrêmement compliqué. Donc, vraiment, respect aux Italiens qui sont revenus dans le match. Parce qu'à 19-19, bah, c'était complètement ouvert. Ensuite, ce qui s'est quand même passé, c'est que collectivement, les Italiens, effectivement, étaient disciplinés et ont fait le boulot. Mais les Écossais, là, ont sorti quand même le très grand jeu sur le plan des individualités. Hugh Jones, il fait un match de folie. 3 essais marqués dans le match. Il était absolument intenable, inarrêtable. Je suis toujours aussi dingo de Van der Merwe, même s'il n'a pas marqué cette fois, mais sur une des premières actions du match, tu sais, où il prend le couloir, il remonte et à la fin, il refait une passe intérieure qui est excellente aussi. Je me dis, mais ce mec, il a tout, c'est-à-dire il a la qualité athlétique, il a l'allure, parce qu'on dirait une statue quand il court là. Et puis, il a quand même le bon choix dans la zone de marque. C'est-à-dire que je pense qu'il y a essai d'ailleurs juste après cette action, me semble-t-il. Donc, ils ont ces individualités-là qui peut-être font la différence. C'est-à-dire Darcy Graham, Van der Merwe,
Hugh Jones. Donc derrière, c'est quand même au-dessus des Italiens, et je pense que c'est pour ça que ça a passé. Mais quand tu regardes, ils ne gagnent que de 12 points, alors qu'ils leur ont mis 14-0 au démarrage. Donc ça veut dire que les Italiens, s'ils avaient moins raté leur début de match, ils auraient été dans le match, quoi. Parce qu'ils sont vraiment pas loin, en fait. Ça, c'est très surprenant. Et quelle différence par rapport au Pays de Galles qui vient perdre en France en marquant 0 points, quoi. Ouais, c'est marrant. Van der Mel, c'est 1m93 pour 106 kilos. Si tu en as 15 comme ça va, en fait. Tu as toute ton équipe, en fait. C'est ça. Ouais. Ah non, mais le mec, il sait tout faire et puis il va à 2000 à l'heure. Enfin, il faut regarder cette course qu'il fait. Ça fait rêver, en fait, de voir des mecs qui ont une telle foulée, quoi. Moi, je regarde ça, je me dis, mais j'aurais aimé avoir des capacités physiques comme ça, quoi. T'as l'impression que le mec est dans un corps de robot, quoi. C'est fou. Bah, sinon, pas d'autres enseignements, je trouve, dans ce match. Sauf que Ben White, il a super bien joué. Finn Russell, un peu moins en vue. Je trouvais que le 9 aussi d'Italie était pas trop mal, celle de Lyon, Pagerello. Donc voilà, mais un match, comme tu dis, agréable. Donc on a hâte de voir la suite pour ces deux équipes. Ouais, moi je retiens quand même ils ont craqué en fin de match, les Italiens, avec notamment le troisième essai de Hugh Jones. On peut pas défendre aussi mal. Hugh Jones, il est peut-être très bon, mais il passe quand même au milieu de 4 mecs. Et c'est le moment où ils sont à 26-19, c'est-à-dire encore à portée de fusil, et ils passent à 31-19, ça tue le match. Donc, moi, je suis désolé, mais Garbisi, notamment sur la défense à ce moment-là, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Et c'est là où on voit que l'Italie, qui a quand même beaucoup grandi, qui tutoie un peu les autres équipes, fait parfois quand même des trous d'air qui sont pas dignes d'une grande équipe, digne de gagner le tournoi un jour pour l'instant, quoi. Pour moi, c'est pas acceptable de se trouer à ce point-là en défense sur des moments clés. Ce qui est intéressant, c'est que là, normalement, on avait un peu. Moi, personnellement, j'avais un peu de tendance de regarder les lignes des trois quarts d'Italie. Et là, c'est les piliers qui m'ont impressionné le plus. Et notamment, là, on a laissé de Hugh Jones. Je me sentais un peu mal pour Fischetti, qui avait un super match tout au long. Et en fait, il se retrouve sur Hugh Jones sur le dos, là, qui plante son essai. Je trouve un peu dommage pour lui parce qu'il avait un sacré match. Donc, intéressant de voir quand même que, tiens, c'est des petits gros, on va dire, qui marquent des points dans mon esprit pour ce match d'Italie et pas forcément juste des Lamariello et Negri, par exemple. On est toujours solidaires des petits gros, nous, et des grands gros aussi, d'ailleurs. Allez, on y va pour Irlande-Angleterre. On est à Dublin pour ce match. On démarre avec le pire chanteur des hymnes que j'ai jamais entendu, franchement, et il n'arrête pas. J'ai pas pu entendre, en fait, Yashvili et Mathieu Lartaud expliquer le compo. Eux qui ont beaucoup bossé ce week-end, car ils étaient en France le soir d'avant. Le match va démarrer et c'est Marcus Smith qui va faire des étincelles. Comparé le match d'avant, au niveau d'intensité, c'est comme on regarde ce match à fois 1,5. C'est vraiment quelque chose. Tiens, il y a Harley Davidson qui est là. C'est toujours sympa d'avoir une femme qui arbitre aussi. Les deux équipes ont adapté le playbook des Springboks, je trouve, c'est-à-dire ils tapent le coup de pied très haut et il verra qui l'attrape à la fin. Ollie Lawrence qui passe, coup de pied à suivre et c'est un mec avec un moustache qui va marquer, c'est Murley, 7-0 pour Angleterre. Le jeune 10 Irish, Pendergrast, essaie de faire bonne impression aujourd'hui, James Lowe aussi, mais c'est la défense d'Angleterre qui est bien présente pour l'instant, mais ils sont un peu pénalisés aussi. Les Irish jouent la pénalité à la main et Keller, le talonneur, va égaliser. Mais non, pénalité contre le deuxième ligne Taj Burn qui était chopé en train de faire des dark arts contre Itoje. On est à 20 minutes et Irlande a déjà raté 7 plaquages sur une trentaine réussis. Freddie Stewart est bon dans les airs, mais Taj Burn est bon sur le sol, il chope un grattage important. Irlande mit l'accélérateur et Marcus Smith va prendre un jaune, mais ça ne va pas marquer tout de suite derrière. Irlande a l'air d'être un peu mieux. Pendergrast, le 10, commence à dérouler l'attaque vert, mais il y a souvent un Curry bien placé en défense. Et puis, juste avant la fin du carton jaune, Lowe va trouver de l'espace pour servir son 9 Gibson Park, 5-7 toujours pour England. England ajoute un pénalité de plus juste avant la mi-temps, 10-5. Ouais, juste très court. D'abord... Notez un truc incroyable. Les frères Curry, 6 et 7 de l'équipe d'Angleterre, ils sont jumeaux, les mecs. Mais c'est vraiment une histoire incroyable, quoi. Je trouve que quand t'as des jumeaux, c'est déjà une aventure familiale et tout. J'ai des copains qui ont des jumeaux, c'est tout un truc, quoi. Quand ils aiment le même truc, c'est déjà génial aussi, quoi. Puis quand ils se mettent à être bons, puis quand ils sont tous les deux avec le maillot de ton pays, mais tu te dis, mais on est où statistiquement? Comment c'est possible, quoi? Donc, ce truc, je le trouve absolument génial. Effectivement, tu l'as dit, ils sont au four et au moulin, ils sont super. Évidemment, ils sont copies conformes, les deux. Ils ont le même jeu. Et ils ont juste un numéro d'écart dans l'équipe de leur pays. Je sais pas, moi, ça me fait la journée, quoi. Je me dis, mais c'est beau, c'est chouette, c'est vraiment génial. Et puis,
été marqué par les 20 premières minutes, 25 premières minutes des Anglais quand même, qui physiquement étaient dans une santé et dans une envie d'avancer, envie d'en découdre qui était exceptionnelle. On a vu le nouveau capitaine Maro Itoje qui chantait l'hymne à plein poumon, ça m'a fait plaisir aussi de voir ça. On sentait qu'il allait vraiment en découdre et d'ailleurs il a quand même fait un gros match. Et je me suis dit au bout de 20-25 minutes, est-ce qu'ils vont tenir comme ça quand même? Parce que tu avais l'impression qu'ils avaient juste le pied au plancher et puis ils réfléchissaient pas du tout, quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé quand même cette énergie qu'ils ont mise. Je trouve que notamment Marcus Smith a fait quand même, il était absolument intenable. Il était absolument intenable. Malheureusement, bon, et ils ont, voilà, ça s'est mal fini. On va le voir, malheureusement pour eux. Mais je trouve en tout cas que voilà, cette première mi-temps, je me suis dit, oula, ça va être chaud à Twickenham la semaine prochaine. Puis après la deuxième mi-temps, je me suis dit, bon, on a peut-être des chances quand même. Et puis, comme d'habitude, hein, moi, tu sais que je suis un dingue de Gemlo, et ben, il se fait oublier, hein, tu le vois pas trop. Puis, genre, premier ballon qu'il a, paf, un contre un, il prend le meilleur sur son adversaire, il avance comme un camion, et puis il donne la passe décisive. Et on va voir que dans ce match, il fait 3 passes décisives quand même. Donc, les grands joueurs sont quand même là dans les grands rendez-vous. Voilà, et ce joueur-là qui est terrible quand on joue contre lui, mais quand il joue contre d'autres, il fait rêver, puis on aimerait l'avoir comme partenaire, quoi. Deuxième mi-temps et encore des grattages par des Curry, mais Murley va faire une bêtise sur un ballon haut et les Irish rappellent qu'ils sont chez eux. Ça chauffe un tout petit peu, le public chante, un vrai bagarre de cours d'école ce match. Ollie Lawrence fait peser ses 105 kilos en attaque et en défense, mais c'est le centre Irish qui va marquer Bundy Aki qui casse 3 plaquages. Non, pardon, il explose 3 plaquages. Pendergrass loupe encore la transformation 10-10. 2 pénalités bêtes contre les English, ça offre la pénalité pour Pendergrass et ça passe 13-10 pour Irlande maintenant qui gagne. Mais le match part en vrille un tout petit peu, toujours légèrement en faveur des Verts, comme ils sont à la maison. Puis Gibson Park mesmérise son adversaire et voilà, James Lowe qui galope dans un trou énorme. Il va servir son deuxième ligne omniprésent, Tadgeburn, 20-10 à 64 minutes. Les Anglais reculent sur toutes les actions. Murley fait encore un mauvais choix dans le but, mais Curry va les sortir du malheur. Les Anglais sont au bout. Itoje est renversé par Gibson Park, Conan cavale, Lowe échappe dans son couloir et joli service pour Sheenan. Essai pour l'Irlande qu'ils ont vraiment pris le match en main. Il y a un autre petit essai pour les Anglais pour Curry et un pour le 14 Freeman, mais ce n'est pas assez pour surmonter cette impressionnante équipe vert. Ils ont répondu à Ireland's Call, 27-22 pour Irlande. Ouais, l'année dernière, ils avaient perdu 23-22 à Twickenham avec un drop tout à la fin, je ne sais pas si tu te souviens. Donc c'est marrant, c'est des scores qui sont quand même assez proches. J'ai été fasciné par la performance des 3/4 centres. Ollie Lawrence, c'est pas possible, c'est Tulagi en fait. C'est un monstre. Au centre, il est énorme. Donc la semaine prochaine, il va falloir quand même le surveiller de près. Mais quand tu dis « Ouh la vache, Ollie Lawrence », là, tu as Bundy Aki, quoi, qui sort son numéro. Et là, excuse-moi, le numéro de bulldozer, de buffle, je ne sais pas comment on doit appeler ça, mais c'est un papa. Et c'est vrai que c'est un ancien de cette équipe. C'est vraiment, quand tu fais du sport-co, quand tu aimes le sport-co, de temps en temps, les tauliers doivent montrer la voie, quoi. Et là, lui, il se dit, attendez les gars, on va pas perdre contre les Anglais chez nous, filez-moi le ballon, vous allez voir le travail. Et c'est ça, quoi. Il se fait le truc. Il vient récompenser une belle action en plus et faire un finish absolument incroyable. Là-dessus, Smith rate son plaquage, mais bon, Non. qui peut lui en vouloir, quoi? Qui peut le juger? Honnêtement, je crois qu'on est tous d'accord que c'est pas grave. Après, moi, j'ai été tout à fait fasciné à nouveau par James Lowe. Hein, le 4e essai, il fait un numéro encore incroyable pour sa 3e passe décisive du jour. Donc, c'est aussi un joueur qui sait ne pas être obsédé par le fait de marquer lui-même. Et ça, c'est aussi la marque des très grands, je crois. Et enfin, pour parler des Anglais, je pense qu'ils se sont bouffés en fait le match parce qu'ils l'avaient en main ce match. Et on voit, tu l'as dit, à plusieurs reprises, il y a des petites échauffourées, etc. On voit les Anglais qui ricanent, qui rigolent. Ils sont sortis de leur match. Ils ont joué à la fierté. Ils ont joué au mec qui, comme il mène, va gagner, etc. Mais c'est une erreur énorme en fait. C'est pas possible de faire des erreurs pareilles, de perdre sa concentration, de perdre de l'énergie sur des mauvais sujets et ensuite de se faire marcher dessus et de perdre. Je suis sûr que leur coach va leur dire, les gars, vous vous êtes bouffé ce match tout seul parce que vous avez été des orgueilleux. Et je suis assez convaincu de ça. Et les Irlandais, ils ont juste, eux, joué leur partition. J'ai trouvé que
L'entrée de Crowley était plutôt bonne à l'ouverture. A priori, il va peut-être reprendre la place de Pendergrast. Et j'ai trouvé les commentateurs très durs avec Pendergrast parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il n'a pas été bon au pied, c'est vrai. Il a loupé plusieurs points au pied, etc. Néanmoins, c'est un joueur qui a à peine 21 ans, euh, qui est d'un physique tout à fait atypique pour le poste. Il mesure 1,94 m. C'est très rare, en fait, d'avoir des ouvreurs aussi grands. Et moi, je pense que ça va être un très grand joueur, ce mec-là. Et je pense que c'est bien de l'avoir mis sur des matchs à enjeu comme ça, titulaire, de le mettre au feu, de l'avoir protégé en le sortant. Je ne serais pas aussi dur avec eux. Il me fait un peu penser à un ouvreur australien qui était un peu un faux lent, qui n'avait pas l'air athlétique comme lui, qui s'appelait Stephen Larkham, qui était dans l'équipe d'Australie dans les années 2000, que j'adorais, qui était un joueur casqué, qui était un joueur un peu nonchalant au pays des monstres comme ça. J'aime ces joueurs atypiques et ce sport a aussi besoin de joueurs un peu atypiques. Donc, j'espère beaucoup qu'on le reverra. Ouais, c'est intéressant parce que j'avais un peu la même lecture que toi. Je trouve que dans son, comment dire, son body language, son corps, en fait, je trouve que c'est quelqu'un de confiance. Je trouve qu'il, comme tu dis, ben, il est très long et il était pas, il était, Ouais, et il était complètement pas pressé atypique pour non le plus. poste. Je trouve qu'il avait une certaine confiance. Ok, ça va venir. Et je trouvais Non. ses choix à ballon en main, il était très agréable à voir en fait en tant que spectateur. Exactement. Moi, je trouve que c'est un joueur élégant. J'aime ces joueurs-là qui sont élégants. Tu as le temps de les voir jouer. C'est cette espèce de fausse lenteur qui te fait voir comment se décortiquent leurs choix. J'aime ça. Donc, j'espère vraiment beaucoup qu'on verra ce joueur à Ouais, nouveau. il disait par exemple que Harley Lawrence le cherchait en fait avec son ballon d'attaque où il, Ah bah, ils lui sont rentrés dedans, mais oui, mais la laisse façon qu'il se tomber. relevait, Il s'est bah, pas c'est pas échappé. Hein. grave en fait. Il s'est J'ai pas beaucoup échappé. aimé. Moi, je suis comme toi, j'aimerais bien le revoir ce Exactement. jeune homme parce que je trouve qu'il offre quelque chose qui est sympa à mes yeux. Mais bon, on peut dire que c'était un super match pour finir le week-end. Ah, moi j'ai adoré. Honnêtement, j'étais tout seul chez moi. J'ai sauté en l'air dans mon canapé plusieurs fois parce que j'ai vibré sur le début de match des Anglais en me disant aïe aïe aïe, ça va être dur, ils vont leur mettre. Hein. Et après le retournement avec vraiment les gros coups de talent et d'énergie qui ont été mis par ces joueurs en plus qu'on aime, qu'on suit depuis longtemps et qui sont des, je sais pas comment on appelle ça, des match winners. Là, c'est pas le money time, mais c'est le mec qui renverse la table, quoi, qui fait le bon choix au bon moment, qui met son équipe devant. Et puis c'était prévu comme ça parce qu'il est là pour ça, c'est son job, il le fait. Les mecs se congratulent. T'as l'impression d'être avec eux, quoi. Je sais pas, moi j'ai vécu ça comme un Irlandais heureux de ce retournement de situation après un début de match quand même très compliqué parce qu'ils étaient totalement empruntés pendant les 20 premières minutes. Ils balbutiaient leur rugby, ils étaient pris dans l'engagement. Dès qu'ils tentaient un truc, ils se prenaient des tampons en plaquage de folie, les Anglais, etc. Donc voilà, bravo à eux. Un match, c'est 80 minutes et les Anglais auraient dû s'en rappeler. Bah écoute, je propose avant de parler de la semaine prochaine, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu as envie de mentionner après cette première semaine de Six Nations? On a parlé de Dupont et Marcus Smith et James Lowe. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont marqué? Ouais, j'ai dit un tout petit mot sur la performance défensive de Greg Aldrit. 19 plaquages, c'est quand même pas rien. Mais il a fait un match de folie. C'est-à-dire que comme on a l'impression que c'était un match facile, on n'en parle pas. Mais il a avancé constamment. Il a mis du bon, du coup, dans des super conditions très souvent. Et franchement, il a été un peu critiqué. On disait il a plus son niveau, etc. Quand il joue comme ça, il est top mondial, quoi. Donc, je pense que la confrontation la semaine prochaine avec Ben Earl, qui est un sacré client aussi, le numéro 8 anglais, vaudra le détour. Et je pense que c'est peut-être vraiment intéressant qu'en le regardant, on se fasse un petit peu une petite loupe sur le combat entre les deux, parce que ça va être quelque chose. Et puis, je suis toujours, voilà, admiratif de la longévité dans la performance de Thomas Ramos, qui me bluffe, en fait. Je pense que j'espère, s'il continue comme ça, qu'un jour il pourra être élu meilleur joueur du monde. Je trouve qu'il le mériterait dans ce qu'il montre. Je le trouve fabuleux. Bon, il va être là pour la semaine prochaine. On sait que Ntomax, c'est pas le cas, mais normalement, on va revoir Penaud. On n'a pas encore les compos pour le match contre l'Angleterre, mais je serais content de revoir Damien Penaud. Même si c'est dommage pour Théo, parce qu'il a fait un super match, il a marqué 2 essais, mais qu'on n'a pas pareil bien quand même. Oui, mais Thierry, là, faut pas déconner. C'est à Twickenham. La dernière fois qu'on est à Twickenham, on leur a mis une raclée, mais phénoménale. Phénoménale. Penaud marchait sur l'eau. Donc, le décor est planté pour que les Anglais aient envie de leur revanche, qui est une envie tout à fait légitime, mais il faut avoir les bons acteurs. Et nous, on a besoin qu'il y ait Damien Penaud.
Donc, s'il est remis de sa grippe, je suis désolé pour Théo Atisogbe, mais là, c'est le jour peut-être de Damien Penaud, c'est le jour peut-être de Thomas Ramos. Il faut que les clients, les tauliers, les mecs qui ont les clés Tu du sais, quand camion il court, soient là au démarrage. Penaud, j'ai l'impression que c'est comme un cheval qui a perdu son cavalier. En fait, il court comme un fou. Mais il est inimitable. Il est inimitable, il est unique, et il y a une forme de joie dans sa course. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de libre. On n'a jamais l'impression qu'il soit dans la difficulté. C'est le propre des très grands. C'est un joueur qui aurait certainement pu être un grand athlète, etc. J'ai regardé, je ne sais pas si vous avez vu les écouteurs et toi, regardez le documentaire sur Marie-Jo Pérec qui s'appelle Marie-Jo, qui est sur Canal en ce moment. Mais c'est magique, je peux le regarder en boucle. Quand on aime les sportifs, quand on aime le sport et les émotions données par le sport, il faut regarder l'histoire de cette jeune femme et de cette femme qui est extraordinaire. Malheureusement, on a tous en mémoire son échec, son refus d'obstacle, bref, toute l'histoire aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, puisqu'elle a quitté l'île continent avant la compétition. Mais voilà, c'est celle qui nous a fait rêver. Et je trouve que Damien Penaud, il a quelque chose de ces foulées aériennes qui viennent un peu d'ailleurs, en fait. Et Marie-Josée Pérec était comme ça. Donc regardez ce truc, Marie-Jo sur Canal, c'est magique. Ça marche. Écoute, si on parlait de la semaine prochaine, le premier match samedi, c'est Italie contre Pays de Galles. Moi, je dis Italie 25-17. Oui, l'Italie devrait prendre sa revanche de la semaine contre une nation britannique. J'espère que la balade romaine ne sera pas une fessée au Capitole. Après, c'est le crunch, l'Angleterre contre la France, chez eux, à Twickenham. Parce qu'on va refaire que l'année dernière. C'est difficile de dire. Moi, je pense qu'on peut gagner. Notamment parce que l'équipe anglaise, qui a beaucoup de qualité, est quand même une équipe assez jeune à pas mal de postes. Et je pense qu'ils sont un petit peu moins solides et un petit peu moins expérimentés quand même que nous. Donc on peut les battre. Mais ça va être dantesque. Donc samedi 15h, nos écouteurs, me racontez pas que vous avez piscine. Parce que là, il faut y être. Mais rappelle-moi, l'année dernière, on a fait comment ? Écoute, l'année dernière, rappelle-toi, le Stade de France n'était pas disponible à cause des Jeux Olympiques, donc c'était à Lyon. Et on les a battus 33-31 à la fin du match. C'était vraiment pas gagné. Ils ont failli nous battre l'année dernière chez nous. Mais l'année d'avant, on les a battus 53-10 à Twickenham. Ils ont pris la déculottée de leur vie. Donc là, ils nous voient arriver. Ils ont qu'une envie vraiment, c'est de prendre une méga revanche sur nous et ils ont envie de nous foutre la tête sous l'eau. Donc l'accueil va être, mais costaud. Costaud. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rater ce match. Ça va être fantastique. Et ensuite, à l'Écosse, c'est Irlande qui va venir. Alors ? Moi, j'adore ces matchs entre nations celtiques. Je ne peux pas me prononcer parce que j'aime les deux. Je serais super content pour les Écossais qui battent les Irlandais. Et si les Irlandais les battent, je serais super content si on bat les Anglais parce que ça nous donnera une très, très difficile mission d'aller gagner à Dublin pour les empêcher de faire le Grand Chelem. Et ça, ce serait une belle histoire. Donc, je me mouille pas, en résumé. Bah écoute, l'année dernière, c'était en Irlande et ils ont gagné par 4 petits points, mais le même souvenir, en fait, il y avait un essai très tardif de l'Écosse. Donc ouais, je pense que quand même Irlande va gagner assez largement, j'ai le sentiment. Moi, je mettrais genre 37-12. Ah ouais, 37-12 à Murrayfield, par les Irlandais ? Oui. Ah ok, je te suis pas là. Bah écoute, est-ce que je peux parler finalement de ce match Roumanie contre l'Allemagne ? Bah, tu peux, bien sûr, mais moi, je peux te dire aussi que les Suisses, tes copains, ont perdu 110-0 contre la Géorgie. C'est exactement ça. Mes voisins, pas forcément mes copains. Mais allez, c'est Roumanie qui a battu l'Allemagne aussi 48-10. Je suis désolé, mon cher Charlie. Mais écoute, Portugal a battu Belgique, mais c'était pas si facile. C'était 40-3. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les U20, s'il te plaît ? Alors, les U20, les Français ont roulé sur les Gallois, ce qui dit rien de bon pour les Gallois dans l'avenir, 63-19, et on peut dire que c'est quand même une raclée. Les Italiens ont battu les Écossais en Écosse, 22-10. Ce qui là est un message, en revanche. Ça veut dire que les jeunes Italiens sont au niveau, sont au rendez-vous. Et les Anglais ont battu les Irlandais 19-3. On sait qu'en U20, les Anglais sont très forts. Et nous, on n'arrive pas à les battre ces dernières années. Et ils ont battu les Irlandais en Irlande. Donc, c'est du solide. Et nous, on ira en Angleterre la
la semaine prochaine, le 7, c'est-à-dire le vendredi soir à 21h. Ce sera sûrement retransmis quelque part. C'est souvent des chouettes matchs, donc n'hésitez pas. Allez, comme tous les années, c'est le Super Bowl. Ça va être the Philadelphia Eagles against the Kansas City Chiefs ce dimanche soir, très très tard. Ça commence à minuit 30. Oui, moi, tu sais que tant qu'il n'y a pas les Cincinnati Bengals, j'ai du mal à me motiver pour le match. Hein. Et j'ai entendu en revanche que les Philadelphia Eagles étaient légèrement favoris. C'est vrai ou pas? Ah, je sais pas. Pour moi, pas du tout. Moi, je mettrais. Je parie pas, moi, mais franchement, Kansas City Chiefs, j'irai jamais contre eux, quoi. D'accord. Et puis l'info du week-end, c'est la NBA qui n'aime pas d'habitude les transferts. Et là, Ouais, assez badaboum. incroyable. Ouais, parce que le star Luka Doncic, en fait, il a été transféré à Los Angeles pour Anthony Davis. Donc, en fait, il va rejoindre LeBron. Et c'est tellement énorme. En fait, j'ai même pas la place dans mon cerveau pour mettre ce gros news. Et tout le monde dans la NBA, ils sont choqués. Personne comprend. Mais pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que LeBron va rester? C'est vraiment un gros choc. C'est un des plus grands transferts de jamais, en fait, dans tout le basket, dans tous les NBA. Il faut surtout mesurer ce que c'est que Luka Doncic. Hein. C'est quand même un meneur extraordinairement talentueux. Donc, je crois que quand on les avait battus au JO de 2020-21, décalé en 2021, là, avec le fameux contre de Batum, on avait battu les Slovènes. La Slovénie avait enchaîné, je crois, 25 matchs sans défaite avec lui. Donc, c'est vraiment un mec qui fait la différence dans les équipes où il est, qui est d'un talent hors du commun. Donc, effectivement, la NBA qui est pas très habituée aux gros transferts, c'est un milieu assez conservateur, n'est-ce pas, Thierry? Et là, c'est une grosse info. Est-ce que LeBron James va jouer avec lui ou est-ce que c'est pour lui succéder? On ne sait pas trop. Ouais, bah en fait, comment dire, pass the torch, parce qu'ils jouent un peu la même position, donc je vois pas forcément comment ils vont jouer ensemble. Mais le mec, il était dans les finales l'année dernière, donc franchement, c'est un sacré joueur. En fait, tout le monde pense que c'est la suite de LeBron dans un sens, parce que comme tu dis, un très jeune joueur qui, statistiquement parlant, il est aussi fort que LeBron dans ses premiers 5 ans, en fait, par rapport à les nombres de All-Star, etc. Alors, il n'est pas si jeune que ça non plus, il a 26 ans. Oui. Mais bon, LeBron en a 40. Ouais, donc s'il joue pour 15 ans de plus, c'est déjà Et il joue avec son fils. Ça aussi, c'est dément. Ouais, écoute. Et puis, pour clôturer cet épisode, je crois que tu vas nous offrir une petite interview avec Raphaël Poulain. Raphaël Poulain, grand joueur des années 2000, on va dire, où il a cassé la baraque au Stade Français. Joueur issu de la formation de l'Oise à Beauvais. C'est pas une terre de rugby, mais lui, là-bas, il en était, en tout cas. Et moi, j'ai joué avec ses potes, en fait, au Racing, parce qu'il a pas mal de joueurs qui ont joué avec lui en junior au Stade Français, qui ensuite sont venus jouer au Racing avec moi. Et son surnom, c'était Moulin. Parce qu'il se donnait des surnoms à la con là-bas. Donc, Raphaël Poulain s'appelait Moulin avec ses potes. Donc, tu pourras lui parler de son surnom avec ses vieux potes Mathieu Laporte et Mathieu Glavani. Je pense qu'il te fera un clin d'œil. Et c'est vrai que c'est un gars qui a eu un très beau parcours après, avec une transformation de son expérience, de l'autocritique. Il a transformé ça sur les planches. Maintenant, il fait des conférences associées à son histoire de ex-super-héros, puisque son bouquin, ça s'appelait Quand j'étais Superman. C'est toujours sympa de revoir un pote de notre pack. Salut Raphaël Poulain, et apparemment, alors ton surnom à l'époque c'était Moulin, c'est bien ça? Thierry, content de te revoir. Oui, mon surnom, on avait des surnoms à la con en 1999, ça te rajeunit pas et moi non plus, avec Mathieu Glavani, Mathieu Blin, Pierrot Arbadan, Jérémy Foissac, je pourrais tous les citer tellement c'était énorme, Seb Gérard, qui s'appelait Rodolphe d'ailleurs, on l'a surnommé Rodolphe, Pierre c'était Kéline, et moi c'était Moulin, voilà, c'est moi pas trouvé de prénom, mais mon surnom c'était Moulin, et ça me suit encore aujourd'hui, et ça me va très bien, ouais. Super, super. Bah, la mienne, c'était facile, c'était TK. Donc voilà, en fait, la dernière fois on s'est vu, c'était l'épisode 7 d'un mini-série que j'avais fait sur le rugby solidaire. C'était en fin de 2003. C'était super épisode. Enfin, j'ai beaucoup aimé notre conversation. J'ai réécouté pour préparer notre conversation d'aujourd'hui. En fait, j'invite nos chers écouteurs vivement d'aller le chercher, cet épisode. Et ça va être très facile parce que je vais mettre le lien dans les show notes de cet épisode d'aujourd'hui. Donc dès que cet épisode est fini, vous pouvez aller réécouter celle-là il y a un an. La dernière fois, on a parlé de l'importance de
discussion autour de la santé mentale, de casser ce tabou autour de ce sujet, qu'un homme fort, en fait, c'est celui qui est capable de demander de l'aide. Donc voilà, je te suis sur LinkedIn et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de posts sur ton asso Néo Héros et j'ai l'impression que ça bouge pas mal pour toi en ce moment. Ouais, depuis fin 2023, écoute, ça s'est pas mal aligné. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais en 2014, je voulais lancer une tournée prévention santé mentale dans le milieu du rugby pro et on m'avait dit que j'avais 10 ans d'avance. Et ben 10 ans plus tard, je suis parti sur les routes et je pars sur les routes depuis septembre. Non, mais Néo Héros, ça a été créé au lendemain du décès de Christophe Domty, qui a pour but de faire de la prévention santé mentale pour tous les sportifs et les sportifs avant, pendant et après carrière. On a ouvert ça pour les adolescents aussi et pour le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, les choses sont alignées avec la Ligue nationale de rugby qui a mis en place ce protocole de prévention. Donc, je suis sur les routes depuis mi-août avec Jean-Luc Douillard, qui est psychologue clinicien et qui est voilà, un spécialiste de la prévention du suicide, qui est un pont dans son domaine et qui m'accompagne sur cette tournée et que j'accompagne aussi. Jean-Paul aussi, Piovesan, qui est le traducteur parce qu'on traduit aussi pour les anglo-saxons. Et puis tout ça est à l'initiative de Max Lafarge qui est décédé, qui était le médecin référent à la Ligue nationale de rugby qui a mis en place ce protocole il y a 2 ans. Donc c'est aligné. Puis Lorraine Lévesque, au mois de février, a pris le taureau par les cornes et puis a aligné un petit peu toutes les compétences, qui était la Dame Santé à la Ligue, qui s'est arrêtée le 31 décembre, mais qui a voilà, modélisé justement avec une équipe, avec le groupe de la Ligue, cette tournée prévention. On est à 16 clubs aujourd'hui et c'est absolument génial. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je témoigne ce que j'ai pu vivre dans le rugby professionnel avant, pendant et après carrière. Et puis Jean-Luc, de son côté, lui, humanise, en tout cas, enlève le côté théorique de l'image qu'on peut se faire de la psychologie et de la santé mentale pour non pas le vulgariser, mais le rendre accessible aux joueurs, aux jeunes et au staff. Et ça matche bien. Et ça, c'est sous l'égide de Lorraine Lévesque, qui bon, est partie de la Ligue depuis le 31 décembre, mais qui nous a accompagnés sur ce début de saison. On a fait 16 clubs aujourd'hui, on a 95% de retours positifs et voilà, on lève le tabou des dépressions, on lève le tabou des addictions, voilà, à la fois quand ça va bien, la manière dont on peut évoluer dans un groupe à 19, 20 ans et puis quand la blessure arrive et puis l'après-carrière. Donc, on humanise un petit peu tout ça. On est sérieux sans se prendre au sérieux. Et puis, les joueurs jouent le jeu. On les a à 1h15, voire 1h20 face à nous. Il n'y a pas un téléphone de sortie. Les mecs sont alignés. Et je pense qu'ils en sortent. Et nous, on en sort en tout cas grandi. Et c'est top. Bah écoute, c'est marrant parce que je me demandais comment. C'est bien de la part de la direction, les cadres, on va dire, d'ouvrir le débat là-dessus. Et j'étais curieux par rapport aux retours des joueurs. Est-ce que tu notes qu'on devient un peu plus ouvert à ce sujet, même à jeunesse, parce que j'imagine les joueurs en général, bah ils ont quoi, la petite vingtaine, on va dire. Ou est-ce qu'ils sont encore dans la jeunesse, on va dire. En fait, oui, il y a deux publics. Il y a les joueurs qui sont en activité. Donc, l'intention, elle est déjà très, très belle. Et notamment les anglo-saxons, parce que je pense qu'il y a une culture par rapport à la santé mentale et la psychologie qui est peut-être plus à la pointe dans les pays anglo-saxons qu'en France. Mais voilà, les Français sont tout aussi à l'écoute et puis les jeunes aussi parce qu'ils s'attendent pas à avoir ce genre de discours. C'est attractif aussi parce qu'on leur pose des questions aussi au début. Au milieu de l'intervention, Jean-Luc Douillard aussi, il y a 3 quiz en fait où ils peuvent lever des cartons verts, des cartons rouges et des cartons orange côté, mais dire dans une situation particulière, qu'est-ce que toi tu ferais? Donc les mecs jouent le jeu aussi. Et puis à la fin, il y a aussi un questionnaire où ils peuvent répondre de manière anonyme à ce qu'ils ont ressenti pendant l'intervention. Et puis on laisse toujours un petit papier bleu à la fin. Euh, Ce que je retiens de cette intervention, et puis voilà, donc on a des témoignages de tous les joueurs, de tous les jeunes, et je te le dis, on a 95% de retours positifs, et les 5%, c'est ceux qui n'ont pas répondu, donc c'est top et les gens sont tout aussi écoutes que les gens en activité et notamment pour eux. On parle du double projet, on parle de la cocaïne, on parle de voilà des sujets qui sont d'actualité. On met les pieds dans le plat, mais l'idée c'est d'être pédagogue, responsabiliser aussi les encadrants et puis de prévenir de ce qui peut arriver quand une carrière part en sucette, comme ça a été mon cas et le cas de beaucoup. On parle de dépression, on humanise un peu tout ça et je pense que ça leur fait du bien. Ouais. En parlant de ça, en fait, parce que j'ai entendu parler une fois dans le monde sportif, on va soigner un claquage ou un torse de cheville, mais pourquoi pas la dépression? Maintenant, toi, tu es un peu plus dans la prévention. Toi, tu es un peu plus dans la prévention aujourd'hui, mais est-ce que tu vois qu'il commence d'avoir des choses en place maintenant pour le après, on va dire pour la dépression en général, ou est-ce que ça reste un chantier à explorer?
C'est totalement un chantier. Et, comme je l'ai déjà dit, et je pense qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui ont pris la parole quand les affaires sont sorties cet été. Le rugby, oui, le rugby est pro depuis 95. Voilà, on a eu tendance aussi à mettre nos petites affaires sous le tapis et voilà, et on peut plus le faire aujourd'hui parce que les réseaux sociaux, parce qu'une nouvelle génération qui a envie d'évoluer différemment de ce que l'on a fait aussi à l'époque. Et je suis pas du tout dans le genre wokisme à dire ouais, c'était de ce temps-là, t'as vu ce qu'ils ont fait, ces cons-là. Non, non, non. De notre temps, voilà, ça se passait d'une certaine manière. Aujourd'hui, on ouvre le débat là-dessus. Et c'est tant mieux. Et tu sais, tout être humain aujourd'hui avance en prenant des grandes claques dans la gueule. Le rugby a pris beaucoup de claques dans la gueule, en étant un peu dans le déni. Aujourd'hui, on est bien obligé de se rendre compte que on doit ouvrir le débat sur la santé mentale, sur les addictions, sur les comportements à risque, sur les violences conjugales. Et je pense que je te pose la question à toi, Thierry, est-ce que c'est pas sociétal? Le rugby est une Ouais. caricature pour moi de la société, qu'on vit entre hommes, parce que voilà, depuis tout petit, moi j'ai commencé le rugby à 7 ans, j'ai trouvé ma place dans le bus, dans un groupe, et puis voilà, quand on est blessé, ben, le groupe continue à vivre, quand une carrière s'arrête, le groupe continue à vivre, et on a toujours tendance à se retrouver seul face à soi-même. Et de manière un peu caricaturale, déjà l'homme moderne a beaucoup de mal à se regarder en face parce que c'est culturel, parce que c'est létal. Donc voilà, dans ces moments compliqués, aujourd'hui, il est important pour nous, et en tout cas de notre génération, celle qui a connu les débuts du rugby pro, de prendre la parole et de dire, voilà, on a fait de cette manière-là aujourd'hui, vous avez les outils en fait pour pouvoir vous en sortir et on va vous les mettre en lumière. Des pensées suicidaires, ça arrive. Des dépressions, ça arrive. Cette violence qu'on a aussi à l'intérieur, comment la faire sortir aussi? Bah, peut-être en parlant, en ayant une personne extérieure à la famille, aux amis, au travail. Et en entreprise, c'est pareil. De pouvoir avoir justement une soupape, quelqu'un qui puisse nous écouter, à qui on puisse se livrer et qui nous apporte des outils pour mieux nous comprendre et revenir plus humain de ces périodes délicates. Ouais. C'est marrant parce que tu parlais des claques et là récemment il y a un nouveau reportage sur l'équipe, sur on va dire la côté noire de notre sport. J'ai pas encore regardé parce qu'il y a une partie de moi qui n'a pas envie de regarder. Je me demande est-ce que ce genre de choses, est-ce que c'est bien parce que ça met de la lumière sur des choses qu'on a besoin de regarder aujourd'hui, ou est-ce que ça profite un peu pour parler un peu de mal de notre sport? En fait, je suis un peu entre deux. Oui, oui, mais parce on aime nos valeurs et les valeurs, elles sont incarnées, elles sont là. Le problème, c'est que dès qu'il y a des dérives ou en tout cas la part sombre de l'histoire, on l'aime pas. Jung parlait de la part sombre que l'on a en nous et il faut la mettre en lumière. Et donc individuellement et collectivement. Mais on n'aime pas se regarder en face. On préfère être sauveur ou être victime d'une situation. On n'est jamais bourreau de soi-même ou bourreau des autres. Donc on n'aime pas ça. Et pourtant c'est humain. Humain, au lui, de se regarder en face, de voir que nos comportements aussi, d'hommes modernes, ont certaines limites aussi. On a des failles. Mais oui, les grandes valeurs du rugby, oui, ce sport magnifique. Moi, j'aime le sport, j'aime les hommes qui le font, mais n'oubliez pas qu'on est humain, en fait. Et Ouais. qu'on est bien obligé de se regarder en face au vu de ce que l'on voit, c'est la génération actuelle, qui est aussi à la fois co-responsable et victime. Difficile d'être responsable à 19, 20 et 21 ans quand on nous a jamais trop posé de limites, notamment par rapport à la bringue, par rapport aux excès en tout genre, par rapport à la manière dont on peut objectaliser les nanas, et ça c'est sociétal, la manière dont on peut être aussi objectalisé quand on a le logo sur le cœur, et que quand un mec avec un gabarit normal a envie de nous taper sur la gueule parce qu'il a envie de se prouver quelque chose, et puis les nanas qui ont peut-être aussi envie de se taper un rugbyman, en fait ça existe tout ça. Mais on se le dit au coin du bar. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médias s'emparent de ces affaires-là parce qu'il y a des victimes, en fait. Les victimes sont aussi les jeunes, les victimes sont aussi les femmes, les victimes sont aussi nos corps, nos émotions. Donc, il est bien, hein, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui, voire vital, de mettre tout ça en lumière. Et moi, ce que je reproche pas, mais j'ai regardé le reportage de l'équipe qui est plutôt bien foutu. Mais derrière, c'est quelle solution t'apportes? T'arrêtes le documentaire à 1h15 ou 1h20 et il n'y a pas de solution derrière. Toi comme moi, le constat, et tout le monde peut le faire au coin d'un bar, on sait très bien que les dérives, elles existent. Donc les mettre en lumière, c'est bien, mais j'aurais, tu vois, 5 dernières minutes sur la mise en lumière en fait des solutions aussi à apporter parce que les solutions existent, quoi. Ouais, c'est intéressant parce qu'en ce moment j'ai fait un autre podcast sur l'alcool. En fait, ça fait 18 mois que depuis mon anniversaire, mon 50e non 49e anniversaire en fait que j'ai pas bu. Et en fait c'est dingue Bien sûr. que ouais, merci. Et en fait c'est dingue comme c'est tellement ancré dans le rugby. Et en fait maintenant je regarde mon deuxième 6 nations sans pint en fait. Et en fait j'ai juste pris l'habitude et c'est une bonne chose. Et je sais que mais en fait c'est vraiment difficile de séparer rugby et alcool en fait. Et j'aimerais bien faire un épisode un
jour là-dessus, parce que c'est un vrai sujet pour les joueurs, mais en fait, la question, c'est comment aborder, c'est tellement ancré, de troisième mi-temps, et c'est historique, on va dire, fête, bière, et d'autres, hein, maintenant, par rapport à notre sport à nous. Moi aussi, hein, j'adore faire la bringue aussi, et je pense que c'est vraiment l'entité rugby aussi, et on doit garder justement cette bringue. Mais bon, dans tout groupe de rugbyman aussi, ça t'amène à des excès aussi, une forme d'autodestruction aussi, ça devient une addiction, ouais, ou aussi des comportements aussi à risque voilà, de pensées suicidaires aussi, ou de comportements à risque par rapport aux bagarres et de comportements à risque par rapport aux femmes aussi qu'on en face. C'est ça dont il faut prévenir, en fait, de pas oublier qu'on a des êtres humains entre les mains et face à nous. Donc, on ne peut plus objectaliser. Et une fois de plus, alors déjà dans le rugby, l'alcool est très ancré et c'est le côté festif qui est intéressant, qu'il faut retenir aussi. Mais on ne peut pas oublier aussi que des dérives existent et que ouais, c'est trop d'affaires, en fait, trop d'affaires ont été mis sous le tapis. Donc, d'en parler de manière positive, malgré tout, ben, c'est bien, et d'où l'importance de faire de la prévention. On ne peut plus faire comme on a fait il y a 10, 15, 20 ans, c'est plus possible. Mais la société évolue, le monde évolue. J'ai fait partie de cette génération de transition où avant on se mettait des grands coups de boule dans les vestiaires avant de sortir sur le terrain Ouais, pour s'échauffer, pour se motiver. Alors on ouais, sortait à moitié commotionné sur le terrain. ouais, Heureusement grave. que ça n'existe plus. Heureusement Ouais. que les coups de poing n'existent plus. Heureusement que les zones de plaquage ont été remis en question aussi, ont été modifiées pour éviter le plus de commotion possible. Heureusement que les comportements évoluent. Et c'est sociétal. Donc, par rapport à l'alcool, oui, il faut se poser aussi des bonnes questions et trouver des solutions, encadrer les bringues et puis d'en parler. Je suis pas le seul à en parler, on est nombreux aussi à en parler. Donc, Ouais. je pense que c'est important de mettre à plat aussi les dérives. Bah écoute, merci pour le travail que tu fais avec tous les différents clubs. Je trouve ça vraiment génial. Donc tu fais deux fois le Tour de France là, donc c'est bien. Tu as toujours des projets, j'ai l'impression. Tu as quoi d'autre comme projet par la suite? Est-ce qu'il y a un autre livre, un autre show, un autre podcast? T'en es où? C'est gentil de me poser la question, Thierry, parce que tout ça est en gestation. Le bouquin est sorti il y a 13 ans maintenant. Je pensais pas en faire un livre, je pensais pas faire des conférences, je pensais pas créer une association. Par contre, depuis 15 ans, je veux monter sur scène. Voilà, je veux monter sur scène. J'ai un seul en scène, tu vois, c'est mon histoire. Je l'ai promis à ma maman la veille de son départ. Et c'est presque vital, c'est viscéral, voire vital, en fait, pour moi de monter sur scène. Je veux pas devenir comédien. J'ai déjà tenté le coup en 2005. On m'a filé des rôles de videur de boîte avec mon gabarit. Donc, je sais que c'est pas une question de talent, c'est qu'en plus, j'ai pas le gabarit pour ça. Et puis, voilà. Mais je vise le Festival d'Avignon, là, au mois de juin. Donc, je recherche des sponsors et des partenaires pour louer le théâtre, pour ensuite faire les affiches, les flyers. Donc, ça, c'est l'objectif à court terme. Moyen terme, créer un podcast pour parler de la santé mentale et de l'homme moderne parce que ça me tient à cœur. Et sous forme de podcast filmé, tu vois, en mode road trip avec un vieux combi Volkswagen, aller à la rencontre d'hommes et de femmes. Et puis un documentaire, et puis d'autres tournées dans d'autres sports, trouver des ambassadeurs et des ambassadrices pour Néo Héros pour que je sois pas le seul aussi à porter discours parce qu'on est tellement nombreux, mais réunir un peu tous ceux qui ont pris la parole toutes ces dernières années sur la santé mentale, essayer de réunir un petit peu tout ce beau monde pour aller non pas évangéliser, mais raconter des histoires vraies, des histoires dures, des histoires authentiques, d'hommes et de femmes, de sportifs, de soldats, de chefs d'entreprise qui ont connu l'envers du décor et qui en sont revenus plus humains avec un accompagnement. Donc, comme je te dis, seul en scène, podcast, documentaire, tournée, et puis réunir ces ambassadrices, ces ambassadeurs pour non, j'ai pas le mot évangéliser, mais à un moment, à foutre les pieds dans le plat, quoi. Ouais. Alors, je le fais, moi, et dans certains médias, mais je suis pas le seul. Donc, réunir compétences pour en faire quelque chose de positif. Bah super, bah écoute, je suis content que j'ai posé la question, tu as plein de choses à dire sur le sujet, donc c'est bien, hein, tous ces projets, bravo. Écoute, bah bien sûr, il faut Ouais, poser la question. Il faut poser la question un peu rugby quand même. Donc côté rugby en ce moment, bon là il y a le crunch ce week-end. Est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à ce crunch qui vient? un grand mot déjà, félicitations à l'équipe de France qui la semaine dernière a fait une magnifique partie. On sent une génération qui est installée. Non, alors maintenant il faut prouver. On a beaucoup parlé des 80% de victoires. On a beaucoup parlé de cet échec en Coupe du Monde. Oui, il y a un seul tournoi gagné depuis sous l'ère Galtier, donc il faut confirmer avec à chaque poste des mecs voilà hyper talentueux et hyper compétents. Je suis content aussi de Jalibert, pas très content aussi que ce soit pas une Tamac parce que j'adore ce joueur aussi. Mais Jalibert qui a un peu mangé aussi son pain noir ces dernières semaines au sortir de cette tournée de novembre. Donc ça,
de France, et puis que au niveau starification, que ce soit pas que Antoine Dupont qui porte un peu sur ses épaules, tu vois, le poids de la starification. Donc ben derrière, il y a Louis Bielbarré qui arrive quand même, qui est une sacrée pépite. J'espère que Penaud aussi va revenir rapidement parce que j'adore ce joueur. Ramos aussi qui est le métronome. Voilà, je parlerai pas des avants parce que tu sais bien que j'ai été trois quarts, donc c'est pas mon poste et je n'ai pas cette. J'ai un amour des trois quarts, donc voilà, comme j'en parle. Et puis par rapport à l'Angleterre, bah, je pense que c'est une équipe qui a quand même fini demi-finaliste de la Coupe du Monde, donc c'est pas négligeable et qui sur une décision du mêlée aurait pu en finale, en fait, aurait pu gagner. Donc eux aussi, ils ont bouffé la tartine de merde et aussi leur pain noir. Il y a une génération qui émerge. On a vu le match quand même. Alors, ils ont explosé à la 60e face à l'Irlande, mais ils avaient quand même mené un sacré match la semaine dernière. Ils ont été quand même pas mal devant sur ouais, peut-être les 40 premières minutes. Donc, moi, j'aime cette génération-là. Et puis, c'est le crunch. Et puis, c'est pas à toi que je vais le dire, hein. Voilà, cette rivalité franco-anglaise, on aime s'exciter voilà, plus ça approche, plus on déteste les Anglais, quoi. Puis le lundi matin, la machine à café, voilà, ouais, sorry, good game. Ben, j'espère qu'on leur dira ça. Et puis, très difficile de gagner là-bas, mais d'un autre côté, ils ont explosé comme des popcorn il y a 2 ans. Donc, pourquoi pas réitérer cet exploit et qui serait pas un exploit s'ils sont amenés à gagner, quoi. Bah écoute, comme toujours, un vrai plaisir de t'avoir ici à Pacte Pod. J'espère te parler très bientôt pour tous ces autres projets qui viennent de nous dire. C'est vraiment chouette de continuer comme ça. Écoute, beaucoup à toi Thierry, merci pour l'invitation et au plaisir dans quelques semaines ou quelques mois de te continuer à échanger avec toi et avec tes auditrices et auditeurs. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Bon, écoute, merci beaucoup à Raphaël Poulain et merci beaucoup à toi, mon cher Théo, et merci beaucoup à nos chers écouteurs. Et oui, toujours les fidèles. On sait qu'on approche de nos pics d'audience, hein, puisque en général, le crunch, tout le monde est surmotivé. Donc, la semaine d'après le crunch, en général, on a des belles écoutes. Donc, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à dire à vos copains, à envoyer ça dans tout ce que vous voulez, vos réseaux, les WhatsApp, les SMS et tout ce qu'on veut, puisque nous, on est toujours contents d'avoir des gens qui nous découvrent. Et en général, ils sont pas déçus. N'est-ce pas, Thierry? Allez, on se jette des fleurs, on y va. Allez, c'est parti. Allez, bonne semaine de rugby tout le monde. Ciao, ciao.